Bonjour à tous, bienvenue sur MCA, ma chaîne automobile. Aujourd'hui, je vais vous dresser un petit bilan de cette Kia Stinger au quotidien. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au quotidien avec cette voiture. Ça ne fait que 3 mois et demi et 4972 km que je roule avec cette voiture, mais c'est suffisant pour déjà dresser un premier bilan. Alors je vais essayer d'aborder quelques éléments, pas tous, via 5 qualités et 5 défauts. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça peut représenter au quotidien. Le premier défaut que je vais aborder sur cette voiture est une première qualité en même temps, parce que pour moi les deux sont très nettement liés. C'est l'esthétique de la voiture. L'esthétique de la voiture elle est magnifique. Moi personnellement je la trouve superbe. Elle a des inspirations italiennes, allemandes, mais à mon avis plutôt italienne, plus du côté de Maserati. Beaucoup de gens la confondent sur la route avec une Maserati. On m'en parle assez souvent. Chaque fois que je vais faire le plein, j'ai toujours quelqu'un qui vient me trouver et qui me parle de la voiture. Et je trouve que vraiment elle est magnifique. Elle est longue, elle est basse, elle est large. C'est vraiment une voiture très bien dessinée dans son profil. Les surfaces avant-arrière sont très travaillées avec les feux arrière à bandeaux qui rappellent très fort pour moi les voitures des années 90. On a également la face avant qui est très travaillée avec ce motif en hexagone pour la calandre qui est également repris sur l'espèce de petite plaque en plexiglas au milieu de la calandre derrière laquelle se cache le radar pour notamment le régulateur de vitesse adaptatif. Et on retrouve également ce motif incrusté dans les phares au niveau des clignotants. Donc il y a vraiment la recherche de pas mal de petites choses, que ce soit également au niveau des ouvrants qui sont reliés entre eux via le haillon. Il y a pas mal d'éléments assez sympas dans la voiture au niveau du design, donc que ce soit au niveau de la ligne globale, que des détails, je la trouve très travaillée, sans pour autant être too much. On pourrait le croire, pourtant avec toutes les sorties d'air parfois factices qui sont sur la voiture, mais malgré ça, elle a vraiment un design. Et le premier défaut de la voiture est également au niveau du design. Au niveau de la voiture, à l'arrière, il y a donc les feux arrière reliés par un bandeau, et il y a également des catadioptres qui sont reliés aux feux arrière et qui vont vers les ailes. Ils sont épais, ils sont plats, ils sont larges, ils ne correspondent pas du tout pour moi aux feux arrière qui sont plus fins, plus travaillés, tout en creusé, concave, concaxe. Alors, il y a énormément de travail à ce niveau-là. Et les feux, ces catadioptres, eux ne le sont pas du tout. Moi, j'ai réglé le problème en rachetant deux catadioptres, en les repeignant en couleur carrosserie et en les remontant moi-même. C'est une opération qui prend à peine une petite demi-heure, en enlevant le capitonnage de coffre qui s'enlève très facilement. Ça se visse et ça se dévisse tout simplement avec des clés, avec des petites vis de type Philips. Donc c'est vraiment une opération très facile. Donc pour moi ce problème de design est résolu. Pour moi maintenant la voiture est magnifique. Alors autre point fort de la voiture, c'est son habitabilité. C'est une berline 4 portes avec un haillon, avec un profil de coupé. Mais comme elle est très grande à l'extérieur, elle est quand même assez grande aussi à l'intérieur. L'espace pour les passagers avant est très bon, la garde au toit est excellente, même avec le toit ouvrant qui n'empiète pas sur l'intérieur parce qu'il s'ouvre vers l'extérieur. C'est un toit ouvrant coulissant, mais pas entre le capitonnage et la carrosserie, c'est au-dessus de la carrosserie, comme on le fait maintenant la plupart du temps, donc il n'y a pas de perte de place. Au niveau des passages arrière, la place est immense pour les jambes. C'est vrai que la garde au toit, elle par contre est plus limitée. Un passager qui fait 1,80 m, lui risque d'avoir quand même les cheveux qui frottent un petit peu. Alors si l'habitabilité est globalement bonne pour 4 passagers, on ne peut pas en dire autant du coffre. Le coffre, lui par contre, est quand même assez petit. On a une voiture qui fait 4,83 m de long, 1,86 m de large. C'est vraiment un beau bébé. Et à côté de ça, on a un coffre qui fait seulement 406 litres. Les dimensions du coffre sont assez bonnes, 1 mètre de profondeur, un petit peu plus même. La partie la plus étroite fait 1 mètre de largeur, donc c'est un coffre qui a une belle surface au sol. Par contre, le problème du coffre, c'est qu'il a vraiment une hauteur très faible, 51 cm à peine, c'est mesuré, 51 cm, et il y a des centimètres bêtement perdus. La planche à chapeau, par exemple, est placée 7 à 8 cm trop bas. Elle pourrait être placée 7 à 8 cm plus haut
sans venir se mettre devant la vitre du haillon, sans dépasser par rapport au dossier des sièges arrière. C'est incompréhensible de l'avoir mis aussi bas. Donc ça, c'est déjà des centimètres bêtement perdus. Ensuite, il y a des centimètres qui sont perdus pour des raisons techniques. Ça, par contre, ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces centimètres perdus pour des raisons techniques? Eh bien, c'est tout simple. Si vous regardez à l'arrière de la voiture, au niveau du diffuseur, vous avez des échappements qui sont placés, non pas très bas par rapport au sol, comme on le fait généralement, mais qui sont placés un peu plus haut. Mais ce un peu plus haut fait que vous perdez les centimètres du placement des silencieux dans le coffre. Le coffre se trouve relevé de quelques centimètres à cause de ça. En plus, les silencieux sont énormes. La cavité pour les silencieux est énorme, elle aussi. Eh bien, on repère encore quelques centimètres en hauteur. Ajoutez à ça, c'est sympa de me dire pour les radars. Ajoutez à ça que vous avez la présence d'une roue de secours et de la batterie dans le coffre. Tout ça relève la hauteur du plancher. Je suis sûr que rien qu'en descendant les échappements un tout petit peu plus bas dans le bouclier et en remontant la planche à chapeau, je suis sûr et certain qu'on aurait pu passer de 406 à 500 litres. Autre point fort et indéniable de la voiture, c'est la qualité de sa finition. On n'est pas au niveau d'une Audi, on n'est pas au niveau d'une Mercedes, par contre on est tout à fait au niveau de la BMW série 4 Grand Coupé. Les plastiques moussés sont de très belle qualité, de très belle facture. Ils ne sont pas brillants dans le soleil, ils ne se réfléchissent pas dans la planche de bord. Ils ont une petite finition avec une couture qui fait un effet faux cuir, qui n'est pas désagréable du tout et qui vieillira mieux que le cuir. Tous les autres plastiques sont épais, sont vraiment de très très belles factures. L'assemblage ne pose aucun problème. Il n'y a pas de jeu dans les boutons. Chaque bouton bouge uniquement pour la fonction qui est dévolue. Il n'y a pas du jeu, donc pour le vieillissement des matériaux et de tous les boutons, j'ai vraiment absolument aucune crainte à ce niveau-là. Les plastiques utilisés pour la bas de la planche de bord sont des plastiques rigides, mais ils sont épais, ils ne bougent pas, ils ne craquent pas, c'est vraiment impeccable. Moi, petite mention perso que j'adore, c'est ce ciel de toit en alcantara noir. Je trouve ça vraiment très très beau. Ça finit extrêmement bien la voiture. Moi je suis vraiment pleinement satisfait de ça. Mais à côté de ça, il y a un défaut aussi. Et ce défaut concerne les petits détails de finition. Et c'est ça qui fait la différence avec une Audi ou une Mercedes. Et peut-être même aussi la BMW série 4 Grand Coupé. Lorsque vous regardez les bacs de portière, eh bien les bacs de portière sont bruts. Vous avez le plastique du bac de portière jusque dans le fond du bac de portière. Et lorsque vous allez dans une BMW, dans une Mercedes, dans une Audi, dans une Volkswagen aussi, le fond de ces bacs de portière, notamment, a droit à un petit capitonnage, soit en feutrine, soit avec une matière caoutchoutée. Ici, il n'y a rien du tout. Donc, moi, j'avoue que j'ai fait le système D, j'ai pris de la feutrine qu'on utilise généralement dans l'ameublement et je l'ai découpé à la dimension du bac de porte. Donc maintenant, ça c'est supprimé. Mais bon, c'est une chipoterie qu'on n'a pas besoin de faire normalement lorsqu'on est en Mercedes, en BMW, en Audi, même en Jaguar ou en Alfa également. Autre détail également qui est un peu dommage sur la voiture, c'est quelques lacunes d'équipement. Donc oui, ces petits bacs de portière, c'est pas grand chose, enfin, ce serait quand même mieux avec. Mais il y a également les vitres séquentielles. C'est vraiment une bêtise. Les deux vitres avant ont un mode séquentiel, le toit ouvrant a un mode séquentiel, les vitres arrière pas du tout. Il faut garder son doigt sur le bouton pour faire monter, descendre la vitre du haut en bas ou de bas en haut. Ça, c'est un petit peu dommage. Et à cause de ça, il n'y a pas le système de fermeture séquentielle du véhicule. Lorsque les vitres sont restées ouvertes et que vous sortez de la voiture, vous vous rendez compte que vous avez oublié de fermer votre toit ouvrant ou vos vitres sur des voitures. J'ai notamment ça sur ma Mercedes W210 qui date d'il y a plus de 20 ans. Lorsque les vitres étaient ouvertes, on appuyait simplement longuement sur le verrouillage sur la télécommande et les vitres se fermaient toutes seules jusqu'au bout. Ici, il n'y a pas ça. Ni pour l'avant, ni pour l'arrière, ni pour le toit. Ça, c'est une autre qualité indéniable de la Kia Stinger, ça concerne son tarif.
son tarif est vraiment ultra compétitif. Cette voiture-ci coûte 54 000 euros, auquel il faut rajouter 800 euros pour le toit ouvrant, 700 euros pour la peinture métallisée, ça fait 55 500 euros, et la remise correspond plus ou moins à la valeur de ces deux options. Moi j'ai eu la voiture pour 54 100 euros, donc vous voyez on est plus ou moins à ça, avec quelques avantages quand même en plus, notamment le plan 98 qui était fait à l'avance, les tapis de sol, en fait des petits chinistes, mais enfin ça fait toujours plaisir. Pour 54 000 euros, vous avez un V6 de 3 litres 3 qui fait 370 chevaux, une boîte automatique à 8 rapports, vous avez les 4 roues motrices en permanence, donc ça, à point de vue technique, c'est vraiment très haut de gamme, c'est vraiment très bien. Vous avez un équipement archi complet de base, il n'y a besoin de rien rajouter. Vous avez une direction à assistance électrique et également à démultiplication variable. Vous avez volant qui est réglable électriquement, siège avant réglable électriquement avec mémoire pour le conducteur, il y a 2 mémoires. La mémoire inclut la position du volant, des rétroviseurs et des sièges, Vous avez au niveau des réglages du siège conducteur l'allongement de l'assise, vous avez le réglage des boudins de renfort latéraux, vous avez également le lombaire bien sûr, donc ça c'est vraiment très agréable. Les sièges sont tous chauffants aux 4 places et en plus à l'avant ils sont ventilés. Vous avez tous les aides à la conduite qu'on peut imaginer au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire une assistance au maintien actif de voie qui permet de rester bien entre les lignes blanches. Mais ça ne fonctionne que sur les routes qui sont avec de beaux balisages. Si vous avez des routes qui sont en mauvais état comme ici en Wallonie, assez souvent l'appareil fonctionne un peu moyennement. Vous avez les détecteurs d'angle mort dans les rétroviseurs. Vous avez également la sortie d'aide en épi. Donc si vous sortez d'un parking de supermarché et que vous ne voyez pas bien à l'arrière, et bien l'appareil vous préviendra si une voiture roule dans l'allée et que vous ne l'avez pas vue. Donc ça fonctionne aussi. Quitte à également arrêter la voiture, ça fonctionne sur l'alerte sonore et également sur les freins pour l'avant et pour l'arrière. Vous avez le cruise control avec radar qui permet de moduler votre vitesse en fonction des véhicules qui vous précèdent. Si vous n'avez pas envie de ça, d'un simple bouton, hop, vous savez le remettre en configuration cruise control tout à fait classique. Vous avez le système d'alarme, vous avez l'accès main libre avec des clés qui sont super sympas. Vous avez la climatisation automatique évidemment avec 2 zones. Vous avez le haillon avec ouverture main libre. Donc il suffit de rester près du haillon, il vous détecte et le haillon s'ouvre tout seul et il est motorisé. Donc vraiment beaucoup d'équipements. À ça, vous pouvez rajouter une garantie de 7 ans et 150 000 km. Ça couvre évidemment les pannes, ça ne couvre pas les incidents que vous avez sur la route, ça ne couvre pas évidemment les frais d'usure, les frais liés à l'usure des pneumatiques, des freins, ça c'est normal. Certains trucs sont un peu en dehors, la peinture n'est pas garantie, la peinture est garantie 5 ans ou 3 ans, je ne saurais plus bien dire, la radio est garantie 3 ans, donc il y a des petites choses qui sont un peu en marge, mais le principal, la mécanique, tout ça est garanti pendant 7 ans, 150 000, à condition bien sûr de faire tous ces entretiens dans le réseau. Donc à ce tarif-là, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant, le package qu'on a, que ce soit en termes techniques, que ce soit en termes d'équipement, et les équipements qui fonctionnent, en termes de garantie. Et puis ensuite, il y a un petit détail qui n'est pas négligeable, c'est le coût des entretiens. Lorsque vous allez chez Kia et que vous voyez le taux de main-d'œuvre, le taux horaire de la main-d'œuvre, c'est celui d'une Kia tout à fait normal, le même prix que pour une Picanto. Le prix ne varie pas sur cette voiture-ci. Si vous allez chez BMW, vous allez avoir un tarif qui va peut-être doubler par rapport au taux main-d'œuvre de chez Kia. Alors évidemment, le garage est moins beau et tout ça, mais il faut savoir ce que vous voulez. Soit on paye un tarif qu'on estime le plus juste, le plus correct, soit on estime qu'on est prêt à payer plus, mais en échange, on veut des petites attentions supplémentaires. Voilà, ça c'est à vous de voir. Moi personnellement, je préfère acheter le produit que d'acheter les services. Mais c'est vraiment une question personnelle de feeling. Alors, un autre défaut de la Kia Stinger, c'est la fiscalité. Alors oui, elle vaut 54 000 euros comme elle est ici. Ça, c'est vraiment super abordable vis-à-vis de ce qu'elle propose. La BMW 420i coûte 60 000 euros. Donc on se dit, voilà, il y a 6 000 euros d'écart. La BMW, est-ce qu'elle vaut vraiment tout ça? Et puis ensuite, il y a la fiscalité. La fiscalité est vraiment désavantageuse sur ce genre de voiture à grosse cylindrée, forte puissance et grosse consommation.
La fiscalité pour la Wallonie de cette voiture-ci s'élève à 8 000 € la première année et 1 300 € toutes les années suivantes. Comment est-ce que ça se met pour la Wallonie, pour ceux qui habitent en Flandre, en Suisse, en France? Eh bien, vous avez une taxe de mise en circulation que vous devez payer la première année. Cette taxe de mise en circulation se calcule en fonction de la cylindrée ou de la puissance, le plus désavantageux des deux. Ici, c'est la puissance qu'on a retenue. Eh bien, la puissance de 370 chevaux, 272 kW, fait que vous payez 4 957 € de taxe de mise en circulation. Ça, c'est une seule fois, c'est lors de l'achat de la voiture, lors de son immatriculation. Vous avez une deuxième taxe qui est l'écomalus, qui elle est basée sur les émissions de CO2. 244 grammes pour cette voiture au kilomètre. Eh bien, on est presque dans le haut du barème, c'est 1 500 € pour cette voiture-ci. Ça, c'est également une seule fois lors de l'immatriculation du véhicule. Et enfin, il y a la taxe de circulation, la taxe de roulage. Elle est annuelle. Il faut évidemment la payer la première année et puis on va la payer chaque année suivante. Elle est de 1 320 €. Et là, il y a une indexation annuelle qui peut être à la hausse, qui peut être à la baisse. Donc, la première année, cette voiture-ci va coûter 7 800 € de taxes, évidemment, en plus de la TVA qu'on retrouve sur l'achat de tout bien de consommation. Donc, c'est quand même très fort élevé. Ça veut dire que la voiture, ici, revient à 62 000 € au total. Les 54 000 de l'achat, plus les 8 000 € plus ou moins de fiscalité, 54 plus 8, ça fait 62 000. La BMW 420i coûtait 60 000 €, mais elle était défiscalisée gratuitement par BMW, et alors la taxe s'élevait plus ou moins à 1 500 € la première année, et puis les années suivantes uniquement 400 €. Ça veut dire que la BMW coûte la première année 61 500 €. Ça veut dire que la BMW 420i, par le jeu de la fiscalité, devient moins chère que celle-ci. Mais bon, à 500 € d'écart, je trouvais que celle-ci était quand même plus intéressante et m'en donnait un petit peu plus. Enfin, le dernier défaut de cette Kia Stinger concerne sa consommation. Avec un 3,3 litres biturbo qui développe 370 chevaux et 510 Nm, on ne peut pas s'attendre à consommer vraiment très peu. Eh bien, la consommation de cette voiture-ci est élevée dans l'absolu, hein, c'est quand même élevé. Ma consommation moyenne s'élève à 14,3 litres selon l'ordinateur de bord et 14,5 litres selon mes calculs faits, selon ce que j'ai appris à l'école primaire, une règle de 3. Donc j'ai plus confiance dans mes calculs. 14,5 litres au 100, ça peut paraître beaucoup. Mais il faut savoir que moi je conduis principalement en milieu urbain, pas comme ici. Ici pour la vidéo je fais des trajets un petit peu plus sur des routes roulantes, mais moi je fais principalement des trajets urbains dans une région qui est assez vallonnée, on va dire. Donc ça fait toujours grimper mes moyennes. 14,5 litres, c'est pas si mal par rapport à mes précédents véhicules qui eux consommaient quand même aussi toujours un petit peu beaucoup. Mais le plus gros désavantage de cette Kia Stinger ne vient pas de cette consommation, que moi je trouve tout à fait admissible au vu de son poids, de sa puissance, de sa boîte automatique et de ses 4 roues motrices. Moi, ce qui m'embête vraiment sur cette voiture, c'est la contenance du réservoir. Le réservoir fait à peine 60 litres et la réserve est d'un petit peu plus de 10 litres. Ça veut dire que j'ai 50 litres à utiliser avant que la réserve ne s'allume. Avec une consommation moyenne de 14 litres et demi, eh bien je fais des passages à la pompe. Enfin, j'ai le voyant de la réserve qui s'allume tous les 275 à 300 km et je suis obligé alors d'aller faire le plein. Et ça, c'est quand même fort embêtant d'avoir mis un dé à coudre à la place d'un... Dernière qualité, et je pense que c'est ce qui est le plus marquant sur cette voiture, c'est la conduite. C'est véritablement une voiture qui est super agréable à conduire. Elle a un système qui permet de choisir le mode de conduite. Et ça permet vraiment d'obtenir une voiture à double face. Si je conduis en mode économique ou en mode confort, c'est ce que je fais principalement lorsque je suis en famille, eh bien la voiture a une suspension très souple, un volant très léger et elle est très douce à l'accélération. On peut appuyer plus fort sur la pédale d'accélérateur et alors la voiture délivre quand même sa puissance. Et sinon elle se révèle très douce, il n'y a jamais aucun chaos et les enfants derrière, impossible qu'ils soient malades. Ça c'est vraiment très bien. Si on se met en mode sport,
Là par contre la voiture change complètement. Rien que par ça, la suspension devient beaucoup plus raide. La direction est plus dure. Il y a une précision dans le volant qui est absolument diabolique. On place la voiture au centimètre près. C'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. L'Alfa Giulia faisait la même chose, un peu plus tranchante quand même. Par contre, ce qui change par rapport à toutes celles que j'ai pu essayer avant l'achat, malgré que ce soit une direction à assistance électrique, il y a un retour d'information dans le volant. Et ça, c'est véritablement génial. Parce qu'ici, on sent la route, on sent où se placent les roues, on sent comment ça se passe devant. Et ça permet de pouvoir alors mieux traiter les trajectoires. Ça, c'est véritablement un point positif de cette voiture. C'est ce retour d'information qu'on n'a plus beaucoup au jour d'aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'est au niveau d'une direction à assistance hydraulique, ou sans assistance même. Pas du tout. Mais on a véritablement un retour d'information. Et c'est quelque chose qu'on avait presque oublié. Donc ça, c'est vraiment bien. Un autre élément très avantageux, c'est le freinage. Sur la version 3.3 V6, on a un système qui est confié à un équipement Brembo. On a 4 pistons devant, 2 pistons derrière. Ça pince très fort. Donc au niveau de la puissance, aucun souci à ce niveau-là, c'est impeccable. Par contre, qu'on peut craindre avec ce genre de voiture, quand même, on a une masse de 1 tonne 9. On peut craindre que l'endurance soit mise à mal. Et bien, c'est pas du tout le cas. Cette voiture-ci a une capacité à digérer les freinages puissants et successifs sans le moindre problème. Elle a véritablement une belle endurance en termes de freinage et c'est surprenant. C'est très très surprenant et c'est une bonne surprise. Donc ça, c'est vraiment vraiment bien. Et alors, ce qui est très agréable également sur cette voiture, c'est le comportement routier. Le comportement routier, évidemment, avec un train avant très tranchant, un arrière qui est quand même un petit peu mobile, qui permet un petit peu de jouer, est vraiment super, super bien. Le moteur, avec 370 chevaux et 510 Nm, ne demande qu'à prendre ses tours. Il est très coupleux à bas régime, il est très agressif en haut du contour. Le milieu évidemment du contour lui aussi est bien rempli, donc c'est vraiment un moteur qui ne demande que à s'exprimer et c'est vraiment très 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 agréable à ce niveau là. La boîte de vitesse n'est pas en reste. La boîte de vitesse, quel que soit le mode de sélection choisi, fait toujours très très bien son travail, quitte même à oublier le fait qu'on ait des palettes au volant dont l'efficacité n'est pas géniale. Les palettes pour moi manquent de réactivité. Mais la boîte, si elle fait tout toute seule, est toujours en train de mettre le bon rapport. Elle rétrograde quand il faut, elle passe le bon rapport quand il faut, elle s'avère extrêmement douce sur les modes confort et économie. En mode sport, elle ne vous secoue pas, mais elle garde le rapport suffisamment longtemps pour toujours favoriser l'impression de performance. Bref, quand vous passez du mode économique au confort au mode sport, on a vraiment l'impression que la voiture vient de perdre allez, on va dire 200 kg. On a vraiment l'impression qu'elle est 200 kg plus légère. Et ça, c'est vraiment super génial. Le temps est à présent venu de clôturer ce premier bilan de cette Kia Stinger V6 GT. Il est très positif, une voiture aussi agréable à conduire au quotidien, tant en termes de plaisir de conduire que au niveau du confort. Une voiture ultra agréable avec assez peu de concessions, mis à part la fiscalité désavantageuse qu'il faut pouvoir digérer et une consommation à surveiller. Eh bien, je vous souhaite bonne route et à très bientôt. Plus facile à la conduire que de faire un test.